de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Je suis un petit peu chose parce que c'est la saison 2 qui commence après un an. On entame la saison 2 et avec un autre rythme, comme je vous l'ai annoncé dernièrement. Vous m'entendrez une semaine sur deux. Voilà, mais toujours avec le même plaisir. C'est vraiment toujours avec le même plaisir que je vous retrouve. Et pour entamer cette saison 2, j'accueille une femme qui, lorsque je l'ai eue préalablement en ligne, une femme que je ne connais pas, j'ai fait sa connaissance quand je l'ai appelée la première fois il y a quelque temps de cela. L'image qui m'est venue quand j'ai échangé avec elle, c'est une image de dessin animé, comme de Tex Avery où la mâchoire tombe au fur et à mesure que cette personne me parle. Mais en tout cas, je ne la connais pas physiquement, mais j'aime l'énergie qu'elle dégage et le côté pétillant qu'elle a. Bonsoir Odile. Bonsoir Hélène. Mon Dieu, quel éloge. J'aime. Merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment. Bonsoir Hélène. Mais oui, mais en fait, quand je t'ai eu en ligne, je n'ai eu qu'une envie, c'est de faire ta connaissance, en fait. Donc, c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Parce que je suis en Guadeloupe et qu'Odile est en Martinique. Allez, on va tout dire, voilà. Oui, c'est cela. Là, j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et on va vite lui demander quelle est cette tranche de vie qu'elle souhaite partager avec nous. Alors, s'il y a quelque chose qui marque ma vie, c'est la succession d'épreuves côté santé que j'ai dû subir et la force que chaque épreuve m'a donnée. Franchement, c'est ce qui me caractérise et je pense que quand les gens me fréquentent, c'est ce qui les frappe. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, avec toi aujourd'hui. D'accord. Alors, des épreuves côté santé, mais ça a commencé quand? Alors, 20 ans. 1996, j'avais 20 ans et j'ai eu un grave accident de voiture. Je ne conduisais pas, c'est à moi qui étais au volant. J'ai eu un grave accident de voiture, très grave, élitroyé, etc. Ah oui, quand même. même. Je suis arrivée... Ah oui, on a découpé la voiture, enfin bon, voilà, vraiment grave. Je ne sentais plus rien en dessous des hanches. Et brûlé au 3e degré par la ceinture. Donc, j'ai passé un séjour à l'hôpital et en fait, je ne sentais pas mes jambes. Et quand les médecins ont fait tous les examens, ils m'ont expliqué que j'ai eu un choc psychosomatique, c'est-à-dire qu'au-delà des blessures physiques, je ne sentais plus mes jambes, mais physiquement, il n'y avait rien qui expliquait que je ne puisse pas sentir mes jambes. Et donc, ils ne pouvaient rien faire pour moi à ce moment-là. En fait, il n'y avait aucun souci au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, rien du la tout. Colonne allait... Voilà. Et c'est très déroutant quand on a 20 ans et qu'on s'entend dire ça et qu'on ne sent pas ses jambes, en fait. Et qu'on s'entend dire, on ne peut rien faire. Et du coup, je suis sortie de l'hôpital en chaise, puisque sans sentir mes jambes, en tout cas. Et en fait, j'ai compris ce que voulait dire. Il y a une expression qu'on dit en Martinique, c'est l'esprit corps qui met corps. J'ai compris cela parce qu'en fait, c'est l'esprit. L'esprit qui contrôle le corps. Voilà, l'esprit qui contrôle le corps. Pourquoi j'ai eu cette réaction? Quelques années auparavant, j'ai une amie qui avait un accident qui est devenue handicapée. Donc, je pense que mon cerveau a dû faire un bug. Enfin bref, c'est toujours été que je suis rentrée chez moi dans cet état. Ça a duré quelques jours et un jour, j'ai ressenti les jambes. Et c'était la première épreuve parce que ça aurait pu rester très longtemps comme cela. Tu as eu un suivi psychologique? Non, parce que alors je suis très très jeune. Je suis une femme très jeune. J'ai 20 ans quand on enlève la CPA de 27, ça fait. Alors j'ai 47 ans aujourd'hui, mais j'avais 20 ans à l'époque. Il y a 27 ans, on en parlait. Le suivi psychologique, etc. Mais c'était pas quelque chose d'automatique. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc non. Et bon, j'ai recommencé à marcher et j'ai repris ma vie complètement normalement. Bon, brûlée c'est sûr, mais complètement normalement. Mais c'était la première épreuve, en fait, où je me suis dit, tout peut s'arrêter, en fait.
Vraiment, on le sait, mais quand on le vit, voilà. Donc, du coup, Ta convalescence a duré combien de temps après cet accident, selon toi? Pas si longtemps que ça. Une fois que j'ai recommencé à marcher, un mois après, j'ai été longtemps soignée pour la brûlure, parce que la ceinture m'a brûlé au 3e degré, donc tout le long, j'étais brûlée vraiment. Mais j'ai repris, j'étais à la fac, j'ai repris les cours à la fac 3 semaines, un mois après. Il y avait les partiels en plus. Donc, ça a été, oui, pour quelqu'un qui a été éditroyé, et puis, en fait, ton pronostic vital n'était pas engagé, mais c'était quand même assez grave. Oui, oui, mais à partir du moment où physiquement il n'y a rien, pour les médecins, ça va aller, quoi. Ouais. Donc, ça a été la première épreuve. À 20 ans. Et puis, à 20 ans, j'avais 20 ans. Et ensuite, voilà, la vie a continué. Et puis, plus tard, je ne suis donc plus étudiante, hein, je suis professeure. Et puis, arrive le moment où je vais être maman. Et mon médecin m'annonce, les médecins m'annoncent, non, vous n'aurez pas d'enfant. Parce que vous avez une maladie, d'endométriose, qui est aujourd'hui très connue. À l'époque, beaucoup moins. Ah oui, clairement. Tu avais quel âge quand on t'a annoncé ton endométriose? J'avais 28 ans. Donc, c'était en 2004. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais à l'époque, pas du tout. Ah oui, clairement. Ils ont pas compris tout de suite que c'était l'endométriose. On m'a donné toutes sortes de noms. Aujourd'hui, je sais que c'est ça, donc je fais le raccourci. Et on m'a dit, non, vous n'aurez pas d'enfant. En fait, tu fais partie de cette génération de femmes qui avaient des règles douloureuses, mais c'était normal, quoi. C'est normal. Arrête de faire ta chochotte, c'est normal que ça fasse mal. Voilà. J'ai beaucoup entendu cela. Et alors que le désir d'enfant était chez moi très fort. Je voulais un enfant. Et c'était mon compagnon aussi, mais j'avais vraiment, pour moi, j'en avais envie. Et quand on m'a dit ça, on m'a annoncé ça, dans mon humanité, j'ai eu une montée de larmes. Et je crois qu'elles n'ont pas coulé parce que j'ai dit au médecin, j'entends ce que vous dites. Et je suis partie, je me suis dit, non, mais je veux mon enfant. Donc c'était en 2004. En 2005, je tombe enceinte. Les médecins ne comprennent pas, mais je suis enceinte et j'ai mon enfant. Donc je suis enceinte. Et j'apprends ma grossesse quand j'ai déjà 3 mois de grossesse. Donc quand j'ai 2 mois de grossesse, 3 mois de grossesse, j'apprends que je suis enceinte. La joie est énorme, tu penses bien. Les médecins sont contents aussi. Mais au 4e mois, c'est la catastrophe. Ça va pas. Alors on va faire un petit cours d'anatomie. Le col est ouvert. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ah oui, à 4 mois, le col ouvert? 4 mois, le col est ouvert. On m'hospitalise de toute urgence et j'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital. Voilà. Et j'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital couché. Je ne devais donc pas me lever, avec des alertes très régulières de perte de bébé parce que, évidemment, le bébé était trop petit, les poumons ne sont pas formés, le risque, j'ai eu un risque d'accouchement prématuré le plus élevé qu'il puisse avoir, enfin. Et j'ai passé vraiment 3 mois et demi à avoir peur tous les jours de perdre mon bébé. Et puis un jour, donc du coup, en fait, j'avais évidemment à l'hôpital, on fait beaucoup de contrôles. Un jour, une dame me dit, mais peut-être vous venez accoucher. Je lui ai dit, écoutez, madame, je pense quand même que si un bébé passait là, j'aurais senti. Et en fait, en vrai, elle avait raison, j'ai accouché. J'étais en train d'accoucher, donc ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, vraiment, pour que je puisse garder mon enfant au maximum. Mais j'ai eu ma fille à 7 mois et demi. J'ai accouché à 7 mois et demi de grossesse, donc elle était prématurée. Mais elle est encore là aujourd'hui, merci. Hier, elle est encore avec nous. Et en fait, pendant tous ces jours d'hospitalisation, en fait, chaque jour, j'avais la foi et j'avais la peur de perdre mon enfant. Parce que les médecins me le disaient que c'était possible. Le bébé était vraiment trop bas, il ne pouvait rien faire si elle sortait. Ils me l'ont expliqué très gentiment, mais c'est dur quand on sait qu'on veut son enfant, qu'on veut le garder et que ça ne dépend pas de nous. Et tu vois, cette deuxième épreuve, je me suis dit vraiment, les choses ne dépendent pas de nous quand elles arrivent. Il faut quand même les accepter, se battre et rester positif. Donc je suis restée positive jusqu'au bout. Et puis ça s'est bien passé malgré tout. C'est prématuré, mais ça a été. Donc voilà, deuxième épreuve. Mais le bébé est là. Alors c'est vrai que je fais une petite parenthèse. C'est vrai que il y a énormément d'appréhension sur le côté prématuré des enfants. Beaucoup.
Je suis une grande prématurée puisque je suis également née à 7 mois et demi et c'était il y a très 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 longtemps de cela puisque j'ai passé largement les 50 ans. Donc, la technologie à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. Du tout. Et donc, je Du tout, pense du tout. qu'un enfant qui arrive à 7 mois et demi aujourd'hui, j'ai juste envie de rassurer les mamans, de leur dire ça va aller, quoi. Ça ira, tout ira bien. Ah oui, Tout clairement, ira bien. je suis là, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas Oui, tout ce qu'il y a voilà. actuellement, en fait. Donc, Non, non, tout ira bien. tout ira C'est bien, quoi. Les rassurer. Et tu as eu un deuxième enfant ou pas? Alors, quelques années plus tard, en 2015, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Mhm. Et puis, dans banal contrôle chez le médecin, parce que je suis enceinte, donc fatiguée, selon moi, eh ben, je suis pas rentrée très, très cool, hein, chez le médecin pour faire un contrôle. Et en fait, il réalise que je suis en un grave pneumothorax. Un Un quoi? premier un pneumothorax, c'est-à-dire que mes poumons étaient remplis d'air. C'est quelque chose de très douloureux et de très violent, mais que je ne sentais pas du tout. D'accord. Donc, du coup, je suis donc pour un bas de combat, hein, arrivé à l'hôpital, on me prend en urgence évidemment. Sauf qu'il faut faire des radios. Je suis enceinte. Hein. Ah oui, ouais, ouais. Enceinte de Et combien bon, de moi mois? alors à ce moment-là, j'étais enceinte de 4 mois et demi. J'allais sur mon 5e mois. Ok. Donc, bon, évidemment, l'esprit de maman, non, 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 mais en même temps, il faut pas. Eux, il faut sauver, il faut faire. Et donc, du coup, ils font ce qu'ils peuvent. Le bébé ne survit pas. J'ai vécu des choses très douloureuses. Je me suis retrouvée en soins intensifs parce que le poumon s'est chargé d'air et ça a été compliqué. Je me suis retrouvée en soins intensifs. Mais j'ai jamais été dans le coma. Soins intensifs, mais je n'étais pas dans le coma. Mhm. Quand ils ont donc réglé le premier pneumothorax sur un deuxième, on m'a appris que le bébé était mort. Mais mort dans mon ventre, mais qu'on ne peut pas l'enlever. Comment ça, on peut pas l'enlever? Ils m'ont dit qu'on ne va pas l'enlever tout de suite, qu'il faut que je rentre chez moi, enfin, avec l'enfant comme ça dans mon ventre et qu'il faudra revenir pour cela. Enfin, on a l'impression que c'est un cauchemar parce que ça y ressemble vraiment. Et j'ai Mais c'est grandi mon horrible enfant. pour une maman, C'est ça. horrible. C'est horrible. Sans compter qu'on m'a dit qu'il est mort. Enfin bon, j'avoue que c'est horrible. C'est horrible. Donc j'ai gardé quand même mon bébé mort dans mon ventre quelques jours quand même avant de repasser au bloc pour qu'on puisse me le retirer. Perdre un enfant comme ça, c'est quelque chose d'horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Mais j'en parle pas avec tristesse. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si la vie s'est passée comme ça, si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il y avait une raison parce que peut-être que le bébé ne devait pas être là, il aurait peut-être certainement une malformation avec tout ce que moi j'avais vécu sans sentir. Parce que mon poumon était vraiment rempli d'air et je ne le sentais pas. Mhm. Donc j'en ai tiré, voilà, je me suis dit c'est comme ça que les choses devaient se passer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé cette épreuve-là. Et quand je suis revenue 15 jours après ma sortie à l'hôpital pour faire le contrôle, les médecins me disent, mais vous faites un deuxième pneumothorax, j'en ai fait un deuxième et là, je suis restée hospitalisée 1 mois. On m'a opérée pendant 6 heures parce que je faisais un deuxième pneumothorax. Je suis restée à l'hôpital. Et pour donner une image, je donne toujours l'image d'un gruyère. Mhm. En fait, ce qui s'était passé, pourquoi j'en ai fait 2, c'est que l'endométriose est une maladie dont on parle maintenant beaucoup. Non, à l'époque, pas du tout. Mes souches d'endométriose, on les avait laissées le bas de mon corps parce qu'entre-temps, j'avais eu beaucoup d'opérations. Et Tu as c'était attaqué à mon tu as été poumon. opérée pour l'endométriose également? Ah oui. De beaucoup. Hein. J'ai été opérée des ovaires, de l'utérus, de l'intestin, de la vessie. Parce que chaque fois, j'avais des souches d'endométriose qui se posaient dessus. Et en fait, quand ça se pose dessus, c'est pas fait pour ça. Les organes ne sont pas faits pour être Et attaqués. tu as réussi quand même à entamer une deuxième grossesse avec tout ça? Oui. Parce qu'entre-temps, en fait, on avait arrêté tout ce qui était cycle. Et quand j'ai voulu avoir mon bébé, les médecins n'y croyaient pas. Hein. Ils m'ont dit, bon, oui, si vous voulez, mais ça va être compliqué. Voilà, le bébé est arrivé. Mais là, de façon détournée, finalement, c'est encore l'endométriose qui était là. Et quand on m'a opéré du coup du deuxième pneumothorax, on m'a retiré une partie du poumon droit et mon poumon gauche aussi. Je prends l'image du gruyère, tu vois, un gruyère. C'est des souches d'endométriose, il fallait les enlever.
Donc, voilà aujourd'hui où j'en suis, enfin, à cause de l'endométriose. Donc, des fois, on me dit, oui, mais enfin, ça fait beaucoup. Hein. Je dis, ça fait pas beaucoup parce que finalement, en fait, après chaque chose qui t'arrive comme ça, tu te dis, OK, mais finalement, ça aurait pu être pire parce que je suis là. Et puis, si on a pu enlever, c'est que, c'est que c'est une bonne chose, en fait. Oui, mais tu fais de l'endométriose à un stade quand même élevé. Oui. Là, j'ai ta première opération s'est déroulée après ta première grossesse? Alors, ma première opération s'est déroulée après ma première grossesse. Ma fille est née en 2005. Ma première opération d'endométriose s'est déroulée en 2007. Et puis après, j'en ai eu, j'en ai eu plusieurs. 2008, 2009, j'ai été opérée en Martinique, en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi? Oh oui, en urgence. Le spécialiste à l'époque était en Guadeloupe. Je suis allée en urgence aussi à Bordeaux, mais à Bordeaux, ils ne connaissaient pas vraiment beaucoup. Et puis, revenue en Martinique, enfin oui, j'ai eu beaucoup d'opérations liées à cela, après ma grossesse. Mais c'était toujours à des endroits qui étaient, comme on dit, normaux pour cette maladie. D'accord. Le poumon, non. Et donc, voilà. Donc, alors, c'est sûr que, bon, là, par contre, après, c'est vrai que c'était 1 mois d'hospitalisation. Les douleurs étaient intenses, hein, parce que je parle comme ça, très cool. Enfin, voilà. Je ne suis pas une super roumaine. Mais aussi, il faut parler, franchement, tu as quand même morflé pendant 1 mois. J'ai morflé. Non, c'était très douloureux. La morphine ne faisait rien, en fait. C'est très, très douloureux, vraiment. Et tu te dis jusqu'à quel moment ça va s'arrêter, mais tu sais que il faut encore tenir. Et voilà, j'ai eu vraiment cette endométriose. C'est douleur, parce qu'ils avaient enlevé. Tu gardes cette fragilité des poumons, en fait. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la fragilité des poumons. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les contrôles. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, c'est pas top côté poumon pour moi. Oui, c'est pas, voilà, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Et vu comment la maladie évolue dans mon organisme, ça ne peut pas guérir. On peut surveiller, on peut limiter, mais pas guérir. Donc voilà. Donc, puis bon, écoute, après, voilà, je me suis dit, allez, la vie continue. Et puis 1 an après, j'ai eu un grave accident de bateau. Et en fait, bateau. Je crois que bateau, oui. Je pense qu'en fait, en vrai. Excuse-moi, c'est franchement pas comique. Oui. Mais tu te dis comment tout ça peut arriver à une seule personne? Oui, parce qu'en fait, oui. Des fois, je me dis que il serait peut-être temps que je sois une femme un peu plus humble, un peu plus modeste. Tu vois, je ramène tout à moi. Non, mais parce que vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bateau? Alors, le bateau, nous étions 7. Je sais qu'on va le dire, nous étions 7 et j'étais la seule blessée. Non, parce qu'il faut quand même. J'étais ni au bout, j'étais juste au milieu. Alors, on a eu un accident de bateau. Il était 19h, donc c'était la pénombre, hein, et on a eu un accident de bateau en pleine mer. À ce moment, et fracture ouverte. Donc, j'ai mon tibia, l'os de mon tibia. Alors, c'est pas très joli, mais bon. L'os de mon tibia dans la main, je saigne, et je sais que si les autres qui ne sont pas blessés voient mon état, ils vont paniquer. Donc, pendant plus d'1 heure et demie, je tenais mon os que personne ne voit. J'ai appelé les secours, parce que personne ne voit en fait que j'étais blessée. Et quand on est arrivé tu saignais quand même, Odile. Oui, mais ce que je dis, il était 19h, donc c'est la pénombre. Donc on ne voit pas en fait. Puis tu sais, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, parce qu'on a eu un accident de bateau sur une balise. Donc il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. À ce moment-là, mes classiques de jeunesse, c'est-à-dire les dents de la mer, arrivent. Je ne pense qu'à ça. Avec le sang qui se répand dans l'eau. Oui, bien sûr. Je me suis dit, mon Dieu, en fait, je n'ai pensé qu'à ça d'ailleurs, en fait. Oh mon Dieu, c'est absolument pas comique, mais je suis désolée. Mais la façon dont il vous le raconte, je vous assure que c'est quelque chose. On a vu les dents de la mer. Aujourd'hui, ce serait en eau trouble. Mais les dents de la mer, je t'avouerai que je n'ai pensé qu'à ça. Donc, je me suis dit, reste calme. Ne crie pas, n'affole personne. Pendant 1h30. Mais ça fait mal quand même, une fracture ouverte. Ça fait très mal, mais je pense que psychologiquement, en fait, alors je ne suis pas une superwoman, j'aimerais le croire, mais pas du tout, mais je pense que c'est l'instinct de survie. Parce que je pense que quand tu commences à exprimer ta douleur, et c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée dans le famille,
Exactement. Donc, mon inconscient m'a dit... En fait, tes amis, quand ils ont découvert, quand les secours sont arrivés, qui ont fini par arriver, je suppose, ils sont tous tombés dans les pommes, non? Alors, quand ils ont réalisé, parce que quand on m'a, pour les pompiers, etc., tout ça, quand on m'a pris en charge, ils ont réalisé effectivement que j'avais la fracture ouverte à la jambe, la hanche était touchée. Et puis, je pense que, alors, bon, c'est en Guadeloupe, nous on est en Martinique, mais je crois qu'à partir du moment où les secours m'ont pris, du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute la Martinique m'a entendu parce que j'ai crié. Ah ouais. J'ai crié. Donc, tout le monde s'est rendu compte que j'avais vraiment très mal. Et voilà, ils m'ont dit, mais comment faire? Après coup, j'ai dit, je pense que l'instinct de survie, et c'est ça, en fait, c'est ce qui a, je crois, le fil conducteur de ma vie. L'instinct de survie, tu te dis, à certains moments, il y a un proverbe, alors je sais pas le mien, je le connais pas trop bien, mais la seule solution, c'est avancer, enfin, quelque chose comme ça. C'est vraiment ça à quoi j'ai pensé à ce moment-là. La seule solution, là, Odile, si tu te tais, tu tiens, tu demandes d'apporter des téléphones pour toi, tu appelles, et voilà. Et c'était ça. Et de cet accident, bon, j'ai encore des séquelles. J'ai gardé quand même... ça s'est passé en 2016. Je suis restée quand même 4 ans. Il a fallu me réopérer. J'ai eu grosse opération. J'ai eu 3 ans de kiné. Encore aujourd'hui, ma jambe va gonfler. Encore aujourd'hui, j'aurai des douleurs. Mais je fais quand même du sport. Je vis quand même malgré tout. Quand la jambe gonfle trop, quand j'ai trop mal, je m'arrête. Hein. Mais j'ai encore ma jambe, tu vois. Mais là, le tibia s'est bien ressoudé? Alors, le tibia s'est bien ressoudé, donc ils avaient été obligés, comme l'os avait été complètement, il avait volé en éclats, selon les termes du médecin, pour reprendre les termes du médecin. Du coup, ils avaient mis une broche, un métal, voilà, même pas une broche, une tige pour que l'os puisse se refaire. D'accord. Donc, ça prend plus de temps quand on est aussi jeune que moi, n'est-ce pas? Oui. Mais ça s'est quand même refait, sauf que quand il a fallu opérer pour retirer le matériel, voilà. Il y a eu des complications. Et donc, du coup, j'ai de nouveau souffert, en fait, très douloureusement, parce que quand il a fallu retirer, tu sais, le corps, il est fait comme il est fait. Hein. C'était un corps étranger. Il l'avait d'abord rejeté, puis il l'avait gardé. En fait, quand eux, ils ont voulu retirer, il y a eu des complications. Donc, beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs. Mais aujourd'hui, je me dis, je marche. Et puis, c'est vrai que j'ai des douleurs parfois, mais tu fais du sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport, Odile? Oui, je fais du sport, je fais du fitness, je fais de la danse. Eh ben, dis donc. Et j'aime énormément. On pourrait penser que, entre la jambe et le poumon, non. Ben oui, justement, par rapport à tes poumons. Non. Eh ben, justement, non, au contraire. Non, au contraire. Ne pas le rendre paresseux, l'aider, justement. C'est cela? Voilà, c'est ça. Et ce qui est particulier, c'est que je fais beaucoup plus de sport après qu'avant mon problème au poumon. Tu vois, beaucoup plus. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pu ne plus en faire. Et c'est pour ça que je dis que chaque fois que quelque chose m'arrive, je fais toujours plus après parce que je réalise la chance que tu as. Tu vois, à l'époque où j'étais au lycée, dès qu'il fallait faire éducation physique et sportive, mon Dieu, maintenir mal casier, mon Dieu, c'est compliqué. On peut pas avancer 4 fois par mois, mais c'était compliqué. Je crois que les profs de sport se rappellent de moi, il y avait toujours un problème. Toujours un problème. Ils connaissaient, Bado. Non, vraiment, on est obligé de courir autour du terrain là, mais enfin, j'ai dit à un prof de sport inanimé, je cours derrière quoi? Il n'y a rien là. Il m'a dit, mais ça s'appelle de l'athlétisme. J'ai dit, oui, non, c'est bon. Tu vois, c'est pas mon truc. Et maintenant, tu fais du sport. J'adore. Tu vois, je comprenais pas le principe de transpirer, d'avoir chaud pour rien. Aujourd'hui, j'adore, j'aime ça, j'aime. Et tu vois, c'est parce que je sais que j'aurais pu ne plus en faire. Absolument. Tu vois, c'est ça. Ma jambe, oui, aujourd'hui, j'aurais pu ne plus faire de sport, j'aurais pu perdre ma jambe, tu vois. Ah oui, absolument, oui. Mais là, la vie s'est un peu calmée, là, non, avec toi? Ah non, la vie s'est pas calmée avec moi, en fait. D'accord. La vie se dit... Enfin, je pense que chaque fois que tu as une épreuve, que tu la relèves, il y a une autre qui arrive. Alors, j'ai fait une grande discussion avec la vie. Je lui ai expliqué que c'est bon. Je pense que j'ai toutes mes épreuves jusqu'à mes 65 ans. Elle peut me lâcher. Mais elle ne me lâche pas. J'ai eu des épreuves. J'en ai encore. Par exemple, l'endométriose pulmonaire, on me donne un traitement. Mais ce traitement a beaucoup d'effets secondaires. Oui, sauf que les médecins... Comme malheureusement, beaucoup. Voilà. Et les médecins, on me donne un traitement, mais quand ils essaient autre chose, ça ne fonctionne pas.
Et donc, il me donne un médicament qu'on a fini par retirer de la vente parce qu'il est rempli d'effets secondaires. C'est un médicament qui est censé, non pas éliminer, puisque c'est pas possible, mais en tout cas ralentir les effets de l'endométriose. Voilà, de l'endométriose, voilà, c'est ça. Sauf que comme ce médicament-là, il n'est pas bon, on l'a retiré, donc on continue à me le donner. Et bon, avec des effets secondaires, donc suspicion de tumeur, tumeur au cerveau, des méningiums, enfin, une perte d'équilibre. Il y a eu pas mal de choses. Ça entraîne beaucoup, beaucoup de choses complètement négatives. Suspicion de tumeur au cerveau, tu dis? Voilà, l'année dernière, j'ai eu une suspicion de tumeur au cerveau parce que ce médicament-là, on donne quand on en prend pendant quelques mois. Mais il t'a été enlevé quand même suite à cette suspicion? Le médicament? Oui. Non, je le prends toujours. Ah non, par contre, je fais. Alors, voilà, il faut ménager la chèvre et le chou, et en même temps, il y a le loup pas loin, tu comprends? Donc, on surveille, mais je prends quand même le médicament. Parce que voilà, on surveille le cerveau, on surveille le poumon. Et puis, entre-temps, parce que moi, j'explique à mon cerveau, à mon poumon, que j'ai une vie à passer quand même, les gars. Donc, bon, je vous laisse vous gérer. Et moi, entre-temps, je vis. Par contre, je fais ce que les médecins, je contrôle. Je contrôle. C'est en quelque part dans ma tête que il faut faire attention, il faut surveiller. Tu vois, par contre, sur ce point-là, autant je suis très dynamique, très joyeuse, mais je ne suis pas inconsciente. Oui, d'accord. Donc, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une alerte, on contrôle. Des fois, effectivement, ça ne va pas. Je vais, quand les poumons sont fatigués, les médecins le voient, etc. Tu vois, je contrôle. Mais malgré tout, je profite de la vie. Oui. Donc, ça arrive. Tu es enseignante, tu m'as dit, Odile. Oui, je suis enseignante. Passionnée par mon travail, par mon métier, oui. Tu dois être une enseignante extraordinaire pour tes élèves. Alors, c'est ce que j'aime à croire. Il faudrait leur poser la question. Mais parce que tu arrives face à eux avec une philosophie de vie qui est incroyable, quoi. Oui, par contre, oui, s'il y a bien quelque chose que je leur transmets, c'est cela. Parce que, bon, ils savent... ils savent, soit parce que des fois... notamment quand on était en période Covid, parce qu'avec mon problème plus de bonheur, évidemment, le Covid, il ne fallait pas. Oh oui. Donc, quand on a repris il faut que tu évites tout, en fait, les grippes, les choses comme ça. Oui. Il est préférable que tu évites tout cela. Voilà. Alors, c'est soit je choisis de vivre sous une cloche de verre, mais enfin, j'ai réalisé que aux Antilles, la cloche de verre, là, je ne vais pas pouvoir, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Voilà. Soit je vis. Donc, je vis. Et, par exemple, pendant le Covid, tous mes élèves, alors selon leur âge, parce que j'enseigne de la 6e à la terminale, aux enfants de 6e, je n'expliquais pas les choses comme à mes élèves de terminale. Normal. Mais ce que je leur disais, c'est que j'ai une fragilité pulmonaire, je leur expliquais. Quand je leur parlais de l'image du gruyère, ils comprenaient complètement. Et je leur disais, si vous êtes malade, si vous sentez que ça ne va pas, rester loin, parler avec le masque, tu vois. Bon, alors du coup, je faisais vraiment de la prévention, mais surtout de la prévention pour moi-même. Et puis souvent, ça entraîne des questions. Ah bon, madame, vous avez mal? Oui, des fois, j'ai mal. Hein. Donc, des fois, j'ai très mal. Des fois, j'ai des crises de douleur. Alors, il y a l'endométriose. Il y a l'endométriose, parce que comme c'est au niveau du poumon, c'est pas fait pour ça. Donc, moi, j'ai très mal. Et tu es debout dans ta classe? Et je suis debout dans ma classe. Et c'est tout à fait normal, Odile. Mais évidemment que c'est normal. Absolument. Parce que j'aime ça. Non, j'aime. Alors, si j'ai vraiment trop. Mais enfin, j'avoue que j'aime ça. Et puis je me dis rien, hein, je me dis que j'aime ça. J'aime tout mon travail, j'aime ça, Et quand j'ai vraiment mal, par contre, je suis pas là super bonne. Je peux leur dire, vous savez, là, ça va pas. Ou des fois, ils me disent, ça m'est déjà arrivé, ils disent, madame, vous avez mal, parce qu'ils voient les rictus, tu sais, le douleur. Je leur dis oui. Puis alors des fois, j'en joue. Je dis alors vous voyez, je suis debout alors que j'ai mal. Alors vous allez travailler. D'accord, madame, d'accord. Tu vois, ça peut jouer aussi, ça peut jouer. Mais bon, après, c'est la vie parce que je me dis, je dis pas qu'il y a pire ailleurs parce que j'aime pas cette expression. Quand on vit quelque chose qui est compliqué, c'est notre pire à nous. Tu vois, tu m'entendras jamais dire à quelqu'un, il y a pire ailleurs. C'est pas vrai. Si tu le vis, si c'est douloureux pour toi aujourd'hui, Hélène, c'est parce que c'est douloureux pour toi. Bien, absolument. Donc, je n'aime pas cette expression, il y a pire ailleurs, mais quand mon pire est là, je me dis que mon meilleur viendra, tu vois. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une expression.
Tu sais, quand j'étais petite, autour de les gens dire après la pluie, le beau temps. Mon Dieu, cette expression, oh là là, mon Dieu, aucun sens. Quand tu as 10, 11, 12 ans, après la pluie, le beau temps, les gars, quand il pleut, il pleut. Il fait gris, c'est pas joli, je n'aime pas la pluie. Et puis j'ai grandi. Et tu as compris. J'ai compris le sens. J'ai tendance, moi, à dire que derrière les nuages, le ciel est toujours bleu. Ah, je connaissais pas, c'est joli ça. Ah, c'est très joli. Et c'est très vrai. Oui, parce que les nuages passent. Exact. Et le ciel reste bleu. Absolument. Non, c'est très bien, voilà. Ben, ça, c'est la vie, tu vois. J'ai appris quelque chose avec toi aujourd'hui et aujourd'hui, je comprends que... J'ai envie de t'appeler Terminator, Odile. Terminator. Alors, je ne sais pas ce que j'extermine, mais... non, parce que Terminator, bon, ça fait référence, bien sûr, au film, voilà. Au film, oui. Où, quel que soit ce que tu lui fais, le mec, il se redresse et il est là, quoi. Tout ce qu'il se prend, il se redresse toujours. Et tu te redresses toujours. Et je crois que c'est ta passion. C'est même pas... Tu n'aimes pas la vie, tu es passionné par la vie. Voilà, j'allais te dire, tu sais, j'allais te le dire, Hélène, j'aime la vie. Vraiment, vraiment. J'aime la vie. Je ne dis pas que tout est facile et tout ça. On va arrêter. On va pas faire de slogans qui sont complètement irréalistes, mais j'aime la vie. Et voilà, quoi. J'aime la vie. Donc, je suis passionnée par la vie, par ma vie et puis par la vie en général. Vraiment. Et tu le transmets très bien. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Vraiment. Quel message que tu aurais à faire passer? Alors, en règle générale, je demande aux femmes, mais je crois que toi, il faut que tu parles aux femmes, aux hommes, aux chiens, aux chats, enfin, à tous les organismes vivants de cette terre. Si j'avais un message à faire passer, ce serait quand c'est dur, parfois c'est très dur, parfois c'est très douloureux, mais de ne pas lâcher, de ne jamais baisser les bras, même si ça peut être très compliqué. L'envie de baisser les bras peut être là, mais ne baissez pas les bras. Oh, l'envie sera certainement là. Voilà, l'envie sera là. Mais avoir passé, et puis quand on se retourne et on se dit, ah ben j'ai passé ça, on est tellement content, et on en apprend des choses à chaque fois. Et on en apprend sur la personne la plus importante de notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes. Oui, absolument. Quel âge a ta fille aujourd'hui, Odile? Ma fille a 18 ans cette année. Waouh. 18 ans, voilà. Ma fille a 18 ans cette année et je suis évidemment fière de sa fille, n'est-ce pas? Bien sûr. Modèle de ça, bien. Je suis contente parce que quand elle parle, moi, quand je vois à travers ses yeux qu'elle sait que rien n'est facile, mais on peut y arriver. Et pour moi, l'entendre dire ça, je me dis, j'ai réussi son éducation et surtout ma guérison face à tout ça. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsque nous avons échangé, tu pensais que finalement, ce que tu avais vécu, tout le monde peut le vivre, quoi, en fait. Hein? Oui, complètement. Si je le vis, tout le monde peut le vivre. Ben non, Odile. Non, c'est pas que tout le monde ne puisse pas le vivre, mais c'est chacun le vit à sa façon. Exact. Et il y a une petite expression créole qui dit, bon Dieu, pas chacun mettait on bita qui trop ses épaules là. Oui. Alors, j'ai déjà... Le ciel ne te charge pas, ne charge que ceux qui peuvent être chargés, en fait. Donc, exactement. Et je crois justement que toi, tu fais partie de ces personnes qui sont en capacité, justement, de se relever de toutes ces épreuves. Et le ciel le sait très bien. Alors pourquoi tu les vis? Ça, je ne sais pas, parce que si je savais, je te l'aurais déjà dit. Je ne sais pas, mais alors cette expression, je la connais. D'ailleurs, je demande un entretien au bon Dieu pour lui expliquer que c'est bon. Et de t'expliquer quoi? Parce que là, franchement... De m'expliquer. Mais bon, non, oui, parce que mais j'ai pas encore eu l'entretien, donc je ne sais toujours pas pourquoi. Ceci dit, blague à part, je ne sais pas quel est le message pour les autres, mais le message pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que je passe quelque chose de difficile, de douloureux, et puis, tu sais, des fois, les médecins, ce sont des médecins, hein. Il y a des fois l'humanité, et puis il y a des fois le côté médical, et quand ils doivent annoncer quelque chose de très compliqué, ils te l'annoncent, ils vont, voilà. Et chaque fois que j'ai des nouvelles comme ça, qui sont très dures à entendre, à encaisser, tu sais ce que j'aime, c'est pas tant la partie mauvaise nouvelle. C'est après, quand j'ai passé l'épreuve, et puis que je suis contente, et je me dis, oui, I did it, hein, je l'ai fait. Tu l'as fait.
Et ça, c'est bien dit. Bon, après, voilà. Et pour moi, effectivement, ça n'est rien d'extraordinaire. C'est la vie qui veut ça. Donc, voilà. C'est une grande, grande humilité qui te caractérise, Odile. Oh, c'est gentil. Vraiment. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai beaucoup ri, alors que franchement, quand on regarde objectivement, on se demande, mais mais pourquoi? Tu es une très, très, très belle leçon de vie. Merci à toi d'avoir accepté de partager cela avec nous. Merci à toi, Hélène. Vraiment, merci à toi. Vraiment. Je te souhaite franchement le meilleur. Je sais que les lendemains seront... dans tous les cas de figure, je te fais confiance. Quel que soit le moment de ta vie, tu en tires toujours ce qu'il y a de positif. Tu vois toujours ce qu'il y a de plus beau. Donc, je ne m'inquiète pas pour toi. Merci beaucoup. Vraiment. Merci. J'espère avoir l'occasion de croiser Odile. Et, oh oui, j'aimerais vraiment. Tu es invitée en Guadeloupe, hein? Oui, et comme j'aime beaucoup la Guadeloupe, alors oui. Voilà, c'est ça. On peut aller éventuellement faire une pétition pour le prix des billets exorbitants entre la Guadeloupe et la Martinique. Mais Hélène, tu as dit, hein, tu viens de dire que je suis invitée en Guadeloupe. Je vais te rappeler. Donc la personne qui t'invite paye le billet. Voilà. Non, même pas, je vais arriver, mais je vais te rappeler. Hélène, tu as dit que je suis invitée en Guadeloupe. Me voilà, bisous. Ça sera avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, Odile. Merci à toi. Merci. Tu continues à prendre soin de toi? Vraiment. Promis, important. À bientôt alors. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.